Je voudrais donner un avis global, mais vraiment synthétique sur l'affaire Iqiyoussen, s'il vous plaît, parce que vous avez beaucoup intervenu sur ça dans les médias, etc. Donc, on bien Oui, avoir votre oui, avis. oui, et on m'a justement contacté parce que, j'aurais encore dessus, désolé, mais il y a une partie du bouquin, le hasard, fait que c'est consacré à Hassan Iqiyoussen. Hein, et oui, alors Hassan Iqiyoussen, c'est un prédicateur, c'est pas vraiment un imam, parce qu'il n'a pas fait de prêche, à ma connaissance, dans les mosquées. C'est un prédicateur de l'idéologie des frères musulmans. Certains disent qu'il est proche des frères musulmans, c'est faux. Encore une fois, l'importance des termes. Il n'est pas proche, il est l'incarnation de l'idéologie des frères musulmans. Il se revendique lui-même, il l'a dit texto, il soutient Hassan al-Banna, il trouve Hassan al-Banna formidable. Saïd Qutb, l'idéologue le plus violent de la confrérie, il le trouve formidable. Il cite constamment Youssef al-Qaradawi, et pour cela, il s'oppose d'ailleurs aux salafistes. Donc, il a souvent critiqué les salafistes en défendant les frères musulmans. C'est pour ça que certains le perçoivent comme un musulman libéral ou je sais pas quoi là. Il se définit lui-même de l'islam du juste milieu. C'est vraiment l'expression clé des frères musulmans. C'est quoi l'islam du juste milieu? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche, donc dans les extrêmes, pour se dire du juste milieu. Et ben, d'un côté, il y a les salafistes, les djihadistes, qui, dans les frères musulmans, se reconnaissent sur le plan idéologique, sur le plan de l'approche de l'islam, mais pas sur les méthodes. Et de l'autre côté, il y a les musulmans progressistes dont les frères musulmans rejettent tout. Donc d'un côté, les salafistes sont des musulmans qui se trompent de méthode, de l'autre, vous avez les traîtres. Voilà. Et les frères musulmans disent que c'est cela le juste milieu. Voilà. Et donc Hassan Iqiyoussen s'inscrit vraiment là-dedans. Et là où il est très fort, c'est qu'il a fait comme Tariq Ramadan, c'est-à-dire qu'il peut tenir un propos le lundi et dire l'opposé le lendemain. Il peut dire, même au sein de la même conférence, être très contradictoire. Et une chose qui m'avait interpellé, c'est qu'il peut justifier la violence et puis à la fin dire, de toute façon, l'islam est une religion d'amour et de paix. Voilà. Donc, il peut dire qu'il est pour l'égalité des sexes, pour le respect des femmes, mais il considère que la place de la femme est à la cuisine, que le paradis de la femme, c'est au pied de son mari, etc., etc. Un dernier exemple qui est très fort, hein, c'est vraiment typique des frères musulmans, et c'est là encore une fois l'importance de la sémantique et Hassan Iqiyoussen en a conscience, c'est que il dit qu'il est pour la mixité. Donc tout le monde dit, ben voilà, le gars, il est pour la mixité. Mais dans une conférence, il explique ce qu'est la mixité pour lui. Donc il fait la distinction entre promiscuité et mixité. La promiscuité pour lui, c'est, je le cite, une femme à ma gauche, une femme à ma droite, on est proches les uns des autres, c'est haram, c'est pas bien. Par contre, la mixité, c'est quoi? C'est qu'on peut être dans la même pièce, mais les hommes devant, les femmes derrière, ou les hommes à droite, les femmes à gauche. Là, c'est halal. Et donc après, il peut dire au grand public qu'il est pour la mixité. Voilà. Donc, et ça, c'est Hassan Iqiyoussen. Alors, il professe depuis des années. Sa particularité, c'est qu'il avait créé sa chaîne YouTube et qu'il est suivi par des centaines de milliers de personnes et qu'il a une influence considérable parce qu'il a fait le tour des mosquées et que même si son public en face de lui est peu nombreux, le fait que ce soit capté en vidéo, que ce soit diffusé sur Internet, amplifie son message. Et il s'inscrit dans un écosystème islamiste où il a une influence énorme parce qu'il avait aussi fondé les Jeunes musulmans de France, qui est une antenne satellite des frères musulmans, etc. Donc, c'est un homme qui est particulièrement dangereux. Il y a des conséquences réelles de son discours. Le Burkini en est une. Il ne défend pas le Burkini. Lui, il défend la séparation des sexes. Mais il considère que les piscines sont un enjeu politique. Et il a proposé des éléments de langage à sortir pour faire avancer faire avancer son idéologie, notamment non pas en usant de la violence, mais en négociant. Parce qu'il dit, voilà, ce sont des règles, elles sont faites par des hommes, elles peuvent être défaites par des hommes. Donc vous asseyez à la table des négociations et puis vous dites que c'est ma philosophie personnelle, vous n'employez pas le mot religion, que c'est ma pudeur, etc. On a retrouvé exactement ces éléments de langage dans l'association Alliance Citoyenne qui mène les actions Burkini à Grenoble. Voilà. Donc l'influence de Sani Hussein, elle est colossale. Après, bon, il y a eu toute la polémique autour de ça parce que le ministère de l'Intérieur a voulu médiatiser son expulsion et tout ça, donc c'est un peu parti en vrille. D'ailleurs, il a disparu, le gars, hein, on suppose qu'il est en Belgique. Voilà, disons qu'il est révélateur de l'influence politique de l'islamisme en France. Et bien sûr, évidemment, il défend une approche politique de l'islam. Il a théorisé dans des conférences comment militer politiquement en tant que musulman et qu'un des outils matériels, c'est le voile. En tout cas,
on a eu de la part de Tarek Obro la confirmation qu'il n'y a pas de différence entre islam et islamisme à l'occasion de la fuite d'Iqiyoussen. Parce que bon, il a expliqué qu'il n'était pas proche du tout de son beau-frère. Oui, il s'est désolidarisé de son beau-frère, totalement. Que Oui, ça alors fait des années qu'il ne l'a pas vu, et de toute façon, islam et islamisme, c'est pareil. Il l'a dit. Alors, si vous avez regardé, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu que cet extrait-là ou l'émission en entier, parce que j'étais sur le plateau à BFM, Ah, et que après, j'ai rebondi sur ce qu'il a dit en disant qu'en tout cas pour moi, s'il y a différence entre islam et islamisme. J'ai expliqué pourquoi, et qu'effectivement, là, j'étais interloqué, on était plusieurs sur le plateau, on a été surpris qu'il, certes, il ne soutient pas son beau-frère, mais quand même, voilà, il explique et puis il ne fait pas de distinction entre islam et islamisme, etc. Et c'est là que j'ai demandé à prendre la parole et j'étais assez choqué de son propos. Mais bon, après tout, Tarek Obro, il ne s'en cache pas, hein, c'est un héritier des frères musulmans, même si aujourd'hui il reconnaît que le port du voile n'est pas une prescription religieuse, il reste quand même idéologiquement affilié aux frères musulmans, quoi. Ouais, voilà. Il nous a offert un bon moment quand même avec C'est cette ça. déclaration. mais du coup, la manifestation, donc pour clore avec la thématique Hassan Iqiyoussen qui a été faite dernièrement, vous en pensez quoi? Moi, j'ai trouvé certains propos qui ont été tenus par certaines femmes qui ont eu la parole assez choquants quand même. Elles avaient vraiment le discours quasi anti-républicain, etc., très séparatiste en tout cas. Nous contre eux, ou la fameuse binarisation de la société, c'est nous contre eux. En voulant expulser Hassan Iqiyoussen, ils veulent nous faire du mal. Il y a ce sorte de aussi sentiment de persécution qui vient s'ajouter dans le discours, et avec quelques notions de mots d'arabe que certains francophones ne doivent pas capter, ne doivent pas avoir compris, mais que moi j'ai compris. Beaucoup de verbiage islamique, islamiste plutôt, on comprend très bien le sens de ces mots-là. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de cette manifestation. Moi, je l'ai trouvée très inquiétante, honnêtement. Bien qu'il n'y avait pas de millions de gens dehors, il ne faut pas non plus exagérer, extrapoler les choses, mais le petit noyau qu'il y avait, voilà, personnellement, m'inquiète un peu. Voilà. Pour moi, ils vivent en guerre. Le discours Voilà, qu'ils c'est ça. avaient, surtout une en particulier, elle avait un C'est discours ça. de guerrier, de eux contre le C'est reste ça. du monde, quoi. Elle a même dit que c'était un devoir en tant que musulman d'être là. Voilà, elle commence elle s'est improvisée presque moufti à déclarer que c'était un devoir d'être là en tant que musulman dehors cette journée pour militer contre l'expulsion de Hassan Iqiyoussen. Voilà. Donc, on aimerait Oui, bien avoir votre avis sur ça. déjà, c'est vrai que quand elle dit c'est un devoir, et que les autres aussi, certains qui sont succédés, ont dit un peu les mêmes choses, vu le nombre de musulmans qui étaient présents, on peut dire que les musulmans, entre guillemets, n'en avaient rien à se tirer de ce qu'elle dit, quoi. C'est vrai que beaucoup disent, oui, mais les musulmans modérés ou progressistes, on les entend pas. Ben ouais, mais on les a pas entendus non plus pour soutenir Hassan Iqiyoussen. Et ils ne sont pas déplacés en masse place de la République. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a aussi peu de monde qui soutient Iqiyoussen, c'est pas ça. Mais pour cet acte militant être présent, moi j'étais là ce jour-là, quand il y avait à peu près 200 personnes, quand on enlève les journalistes, quand on enlève les militants laïcs qui étaient là comme moi pour observer ce qui se dit, et quand on enlève les militants d'extrême gauche, il ne reste plus beaucoup de musulmans, il devait rester 30 ou 40. Hein. Donc déjà ça c'était assez révélateur. Ensuite par rapport aux propos qui est tenu, il y en a une, oui, il y avait une femme avec des lunettes de soleil et puis une autre voilà. avant elle, elle m'a fait penser à Marwan Mohamed. L'ex du CCIF. C'est-à-dire que, pas seulement dans les mots, parce qu'effectivement, les mots victimaires, etc., habituels, mais aussi dans le ton de la voix et l'expression du visage. C'était vraiment, moi, ça m'a surpris, c'était Marwan Mohamed avec un voile, quoi. Et ça, c'était inquiétant. Mais encore une fois, pour moi, ce qui était plus inquiétant, et ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y avait une partie de l'extrême gauche. Moi, j'étais là et on m'a interpellé. Certains m'ont reconnu. Et c'est pas des islamistes, c'est des militants d'extrême gauche. J'ai été alpagué par des militants d'extrême gauche. Ce sont les personnes qui ont été virulentes avec moi. Ce sont des militants d'extrême gauche. Voilà. Et que bon, eux, ils sont un peu à la ramasse. Hein. C'est même plus une question d'idées ou d'islamisme ou de gauche ou de droite, n'a rien à voir. C'est vraiment humainement, ils sont assez particuliers, ils sont en totale incohérence, ils se définissent comme islamo-sionistes, prétendent lutter contre l'antisémitisme, mais soutiennent un antisémite, prétendent être féministes, mais comme elle a dit à la tribune, quand elle est montée avec le micro, il peut dire ce qu'il veut dans sa mosquée, moi je fais ce que je veux lui mars, je m'en fous. Exactement. Voilà. Donc, ça m'a fait peur, ça.
Ouais, mais en fait, eux, c'est un groupuscule d'extrême gauche. Je ne vais même pas mentionner le nom de leur truc, mais ils sont quoi? Ils sont deux, ils sont trois. Donc, mais encore une fois, la visibilité fait que ça donne du crédit. Ok. Et voilà. Donc, c'est eux qui m'ont reconnu, qui m'ont alpagué, j'ai été assez secoué d'ailleurs par leur façon de me parler, parce que j'ai pas l'habitude. Voilà. Après, cette manifestation, elle n'a pas fait du bruit après, à part ce mec qui a parlé de Charlie Hebdo, qui lui a débarqué comme ça. Il n'était pas prévu pour prendre le micro, mais parce que Perspective Musulmane, qui a organisé ce truc, n'a pas trouvé d'intervenant. Il n'y avait personne qui voulait se déplacer, il n'y avait personne de la France Insoumise qui était là ce jour-là. Donc voilà, alors pour deux raisons. D'abord parce que c'était organisé par une structure à consonance religieuse. Et puis surtout, c'est parce que, et je suis content d'y avoir un peu contribué à mon humble niveau, c'est les conséquences de leur présence à la manifestation de novembre 2019. Donc ils s'en sont pris plein la tronche dans leur présence à cette manifestation en novembre 2019 contre l'islamophobie. Donc là, ils y ont réfléchi à deux fois. Voilà. Donc cette manifestation, elle n'a pas de conséquences particulières. Par contre, elle révèle un petit peu de l'état de l'appréhension de ce sujet par la population musulmane qui n'est pas venue et par le désarroi des organisateurs de cette manifestation, même s'il y avait Elias Dimzalen d'Islam et Info. Voilà, donc il y avait quand même des gens, des leaders entre guillemets de l'islamisme en France qui étaient là. Et ils n'ont pas fédéré. Alors, s'il y avait le CCIF qui existait encore en France, le CCIF aurait été là, peut-être qu'il y aurait plus de monde, parce qu'ils ont le réseau, ils savent comment communiquer. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Ça a été relayé par Faiza Ben Mohamed, sur les réseaux sociaux, par des militants islamistes qui ont des dizaines de milliers de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il n'y a rien eu. Et c'était qu'à Paris. Je crois qu'il y avait eu un autre ou deux autres rassemblements en France, mais qui n'ont rassemblé personne. Donc, ils n'ont pas pu mobiliser. Après, ça ne veut pas dire que l'islamisme est en recul. Ça veut dire que les personnes sont plus prudentes dans la manifestation de leur soutien à cette idéologie. Ouais, je pense aussi. Donc, pour un peu, pour rattacher un peu les wagons avec la thématique, mais en restant sur l'histoire de Hassan Iquissen, moi, je ne sais pas si vous l'avez interprété comme ça, mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait quand même une instrumentalisation des femmes dans cette histoire, parce que lors du rassemblement, l'essentiel des intervenants étaient des femmes, dont une bonne partie étaient voilées, voire très voilées. Et donc, on a l'impression quand même, voilà, que les musulmans, quand ils sont un peu dans la tourmente ou quand ils sont dans le combat, envoient les femmes aujourd'hui en France en première ligne. Et c'est un peu la même chose avec l'histoire du burkini à Grenoble, parce que bon, pourquoi avoir envoyé des femmes pour revendiquer Merci. le port d'un autre Flamme. vêtement que la norme autorisée dans les piscines municipales en France, alors qu'on aurait pu envoyer des hommes, parce que la Haoura des hommes, elle n'est pas compatible non plus avec le règlement des piscines municipales. J'allais en parler. Merci Oui. Flamèche, cette problématique à la piscine de Grenoble, parce qu'il y a une très grande contradiction, puisque l'islam interdit la mixité, mais ça les dérange pas de faire l'impasse pour ça, pour mettre en avant, pour mettre en avant le vêtement islamique. Tout est dans une bataille de la visibilité. Là, on le voit clairement. Ils sont prêts à un peu se faire un pincement au cœur en laissant de côté certaines prescriptions pour mettre en avant tout un projet, voilà, toute une stratégie. C'est ce que je vois en tout cas. Oui, alors d'abord, ce n'est pas les musulmans qui envoient les femmes, ce sont les islamistes. Voilà, et qui sont aussi musulmans, hein, mais ce sont les extrémistes musulmans qui envoient les femmes, et non pas les musulmans dans leur ensemble. Oui, excusez-moi. Tous les musulmans ne sont pas d'accord avec ça, même d'ailleurs des islamistes ne sont pas forcément d'accord avec ça, non pas sur le fond, mais sur la forme. Après, par rapport au fait de mettre des femmes en avant, c'est la manifestation place de la République l'autre jour, mais ça s'inscrit dans l'islamisme politique. L'islamisme politique, je l'ai dit tout à l'heure, le porte-étendard de leur idéologie, c'est les femmes. Et l'étendard de leur idéologie, c'est le voile. Donc, depuis
plusieurs décennies, pas depuis la création des frères musulmans, c'est venu après, mettent des femmes en avant parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien de mieux que de mettre des femmes en avant pour faire de l'antiféminisme et pour faire avancer leur idéologie. Le corps de la femme est le porte-étendard et leur étendard, c'est le voile. Le voile est leur cheval de Troie politique. Donc forcément, quand il y a des manifestations comme ça, c'est les femmes qui sont mises en avant. Forcément, quand le CCIF s'exprime, ou le CCI aujourd'hui, vous voyez leur photo de couverture sur leur page Facebook ou sur leur compte Twitter, c'est une femme voilée. Donc, le voile, c'est leur outil politique par excellence. Après, ça ne veut pas dire que systématiquement, quand on dit qu'on envoie des femmes, c'est des hommes qui envoient des femmes. Ce n'est pas un projet forcément structuré où on dit à chaque fois, voilà, toi, tu vas aller là-bas. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par l'adhésion à l'idéologie, c'est-à-dire par le formatage. Il y a d'abord les prédicateurs, les théologiens, avec leurs conférences, leurs bouquins, tout ce que vous voulez, leurs prêches, qui convainquent des femmes de se soumettre, qui convainquent des femmes de devenir les porte-étendards. Et ensuite, en fait, c'est comme les attentats. Je ne parle pas de la méthode, je parle du raisonnement. C'est-à-dire que les attentats, souvent, Daesh et tout ça, ne sont pas prévus par une unité centrale qui dit toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Ce sont des initiatives personnelles. Et ces initiatives personnelles se revendiquent de la structure centrale qui est Daesh. Et ben le voile c'est pareil. C'est-à-dire que ce sont des initiatives, des actions qui sont menées individuellement ou par des groupes autonomes parce qu'elles ont été formatées par une idéologie et ensuite elles se revendiquent de cette idéologie. Mais ce n'est pas la confrérie des frères musulmans ou des salafistes qui vont dire à ces femmes tu vas faire des actions burkini. À Grenoble, l'action burkini est d'abord partie d'une militante islamiste, je l'avais révélé à l'époque, qui est une disciple des frères musulmans. Sur sa page Facebook, elle avait porté le deuil de Mohamed Morsi, elle avait créé une cagnotte pour Tariq Ramadan, ses arguments pour le voile sont typiques des frères musulmans, etc. Donc c'est une militante islamiste issue de l'idéologie des frères musulmans. Et parce qu'elle est de cette idéologie-là, elle a décidé de porter ce combat dans les piscines. Et d'ailleurs, pour le burkini, vu que ce n'est pas que les théologiens islamistes ne reconnaissent pas le burkini, contrairement à d'autres actions pour le voile, le burkini n'est pas soutenu par les instances, n'est pas soutenu par l'UOIF, aujourd'hui musulman de France, n'est pas soutenu par Tariq Ramadan, n'est pas soutenu, voilà, parce que pour eux, le burkini, ce n'est pas suffisant. Mais il y a des militants islamistes, il y a des prédicateurs qui considèrent que le burkini, c'est bien, parce que c'est une étape intermédiaire, parce qu'ils ont compris que les demandes d'horaires séparés, tout de suite, c'est trop tôt. Ils ont essayé, ça ne fonctionne pas. C'est refusé. Ou alors c'est accepté, puis après c'est supprimé. Et maintenant, il n'y a plus personne qui accepte ça. Voilà. Donc, il faut une étape intermédiaire qui est la suivante, c'est qu'il faut faire comme dans la rue. C'est-à-dire, il a fallu que le voile se développe dans la rue pour qu'il y ait une forme de banalisation, de normalisation par la visibilité, et à travers cette normalisation, on peut demander des revendications. Et il faut la même chose pour les piscines. Il faut que les gens s'habituent. Et d'ailleurs, Alliance citoyenne l'a reconnu sur Facebook, que cette association n'est pas contre les horaires séparés. Mais c'est trop tôt. Donc il faut d'abord que le burkini soit accepté, et dans quelques années, toujours avec les mêmes arguments de ma liberté religieuse, mon corps, mon choix, je ne sais pas quoi, de demander les horaires séparés. Voilà. Et ça, c'est mené par des groupes autonomes de femmes. Voilà. Et c'est des femmes toutes seules, et soutenues par une partie de la gauche, qui mènent ces actions-là. Voilà. Mais quand ils disent oui, mais les théologiens ne reconnaissent pas le burkini, ça veut bien dire que le burkini n'est pas islamiste. Bah si, d'abord parce que celle qui a créé le burkini est une militante islamiste et qu'elle a fait valider sa création par un dignitaire musulman d'Australie qui a reconnu ça comme islamiquement acceptable. Donc c'est bien qu'il y ait une connotation religieuse et que le burkini, c'est l'adaptation du voile à la baignade. Et le voile est une prescription des théologiens islamistes. Donc, le burkini transpose dans le milieu aquatique les prescriptions des théologiens salafistes et frères musulmans, qui est une étape intermédiaire, à défaut d'avoir des horaires séparés, ou comme le dit Hassani Hussein et d'autres, à défaut d'avoir nos propres piscines à nous, pour l'instant, on n'a pas le choix. Donc, soit on a des horaires séparés, soit, au pire, le burkini. Mais encore une fois, tous les théologiens, très peu de théologiens considèrent le port du burkini comme acceptable. Par contre, des militants politiques considèrent que c'est une bonne chose. Bon, eh ben, c'est pas mal tout ça. Oui, bien sûr. Après, il y a de quoi continuer. Oui, Finalement, oui. j'ai d'autres questions. Donc, juste rapidement pour faire un point, du coup, oui, le burkini a été effectivement créé par une militante australienne d'origine libanaise, si je me souviens bien,
Voilà, et du coup, il a bien évidemment une connotation islamique, puisque c'est, comme vous l'avez dit, une sorte de voilà, retransposition du voile, du niqab, presque euh, vers, enfin, le niqab, c'est encore autre chose, je suis trompé de terme, mais en tout cas, Jilbab. vers le, ouais, vas-y, vers le vêtement de baignade. Mais comment expliquer ça? Mais le problème, c'est que si, imaginons qu'il y aurait des piscines islamiques avec donc des horaires rien que pour les femmes, techniquement, ce vêtement deviendrait halal à l'habillement. Ces femmes-là auraient le droit de le porter. C'est juste qu'il n'y a pas toutes les conditions réunies pour que ce vêtement puisse être acceptable théologiquement parlant. Mais si Disons que tout si les était femmes étaient là, entre elles, voilà, elles n'auraient pas c'est besoin de ça, porter le burkini. Elles se baigneraient en maillot de bain, c'est vrai. puisqu'elles Ça, sont pour le entre elles. coup, oui. Ça, Et c'est puis vrai. d'ailleurs, encore une fois, là où la sémantique est importante, Hmm. même à la lettre près, c'est-à-dire que beaucoup écrivent burkini avec un K. C'est-à-dire que ce serait une sorte de bikini un peu couvrant. Alors qu'en fait, non, burkini, il faut l'écrire avec un Q, parce que c'est la Comme burqa burqa. Oui, adaptée à la baignade. C'est plus burqa c'est ça. que bikini. Donc Ok. ça va jusque-là. Donc Hmm. il faut vraiment être C'est vrai, c'est vigilant. vrai. Et pareil pour des gens disent ouais, il y a des femmes en burqa en France. Il n'y a pas de burqa en France. Il y a des niqabs, oui, il y a des djilbabs, mais il n'y a pas de burqa. Le burqa, c'est en Afghanistan, c'est la grille sur le Exactement. visage. Donc Ah oui, oui, tout ça, c'est important. Le tchador, c'est en Iran. Il n'y a pas de tchador en France. exactement. Donc Oui, parce qu'en fait, il y a, oui, le voile a plusieurs déclinaisons en fonction de l'endroit où il vient et en fonction de ce qu'il couvre. Voilà. Donc, il couvre carrément le voilà, ce qui visage, la couvre, tête, les mains, c'est ça. etc. Et la façon dont il couvre, le niqab couvre les mêmes parties du corps que la burqa, mais Hmm. la présentation, la forme est différente.